Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci de votre invitation. Pensez-vous que le rôle d'un intellectuel soit de produire une critique? Et si oui, est-ce que cette critique doit avoir lieu au milieu des étudiants comme Sartre ou plutôt dans un livre? Écoutez, si un intellectuel ou ce qu'on désigne habituellement sous ce vocable ne critique pas, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est conseiller du prince. Ou bien il est expert et donc il est au service d'une institution, en général d'une institution étatique. La différence entre les deux n'est d'ailleurs pas toujours claire. Donc le rôle d'un certain type, en tout cas d'intellectuel, celui qui, je crois, prend au sérieux son propre travail et en examine à la fois les conditions et les conséquences, est précisément de produire une critique. Alors, ce que j'ai trouvé tout à fait fascinant dans cet extrait de Sartre, donc, qui illustre bien... En juin 1968. Voilà, en juin 68, c'est que Sartre comprend que la critique d'un intellectuel consiste aussi à s'autocritiquer. Et je crois que Sartre a très bien compris, contrairement d'ailleurs à un certain nombre de gens dont nous parlerons par la suite de l'école de Francfort, que les mouvements qui apparaissent en 68 remettent en question le statut de l'intellectuel, et notamment le sien, celui des grands intellectuels, des grands maîtres à penser, qui se trouvent, on l'a vu, là, bousculés dans un amphi. Et Sartre a accepté de se remettre en cause. Il a même fait d'ailleurs de cette capacité de remise en cause de son propre rôle une part intégrante constitutive de sa fonction d'intellectuel. Et on sait ce qu'il en a été après. Il a voulu être, en quelque sorte, accompagner les mouvements, être avec eux, engager un rapport avec la politique, avec les mouvements sociaux, qui était différent de ce qu'il faisait avant, qui a été très important et très utile, je crois. Alors on peut critiquer évidemment son compagnonnage avec les maoïstes, penser que certaines des positions politiques qu'il a défendues n'étaient pas les bonnes, mais je crois que la démarche qu'il a su engager à ce moment-là est tout à fait intéressante et elle a beaucoup de choses à nous apprendre aujourd'hui. Et ça existe encore aujourd'hui, des positions comme celle de Sartre, en France et ailleurs? Écoutez, il n'y a pas de figure comparable à celle de Sartre aujourd'hui, avec une telle autorité morale et intellectuelle. En tout cas, pas en France. Je crois que dans d'autres pays, il y a des intellectuels qui jouent un rôle important. Mais enfin, on peut se souvenir quand même, à une époque qui n'est pas si lointaine, de Pierre Bourdieu, par exemple, prenant la parole dans une assemblée générale de cheminots dans le mouvement de novembre-décembre 95. C'est un geste qui rappelle quand même beaucoup celui de Sartre, même si c'est d'autant plus intéressant que la conception justement du travail intellectuel, ou plutôt scientifique d'ailleurs, de Bourdieu, n'était pas du tout celle de Sartre. Mais à un certain moment, il est descendu dans l'arène, et comme intellectuel critique, son arène, c'est aussi, pas seulement, mais bon, celle des gens qui luttent, donc des mouvements sociaux. Vous êtes vous-même, ce que je vous présente, avant qu'on arrive à l'école de Francfort, Stathis Kouvelakis, un intellectuel engagé, intellectuel philosophe. Vous avez écrit Philosophie et Révolution de Kant à Marx. Vous avez écrit une introduction à la critique de la philosophie du droit de Hegel et de Marx aux éditions Ellipse. Vous avez écrit La critique des faits, émergence et domestication de la théorie critique aux éditions Amsterdam, dont on va beaucoup parler ce matin. Mais vous étiez aussi par ailleurs membre du comité central du parti de Syriza, donc la coalition de partis de gauche et d'extrême gauche fondée en 2004 en Grèce, que vous avez quitté en 2015. Vous êtes désormais, vous faites partie justement de l'opposition à ce parti. Comment est-ce que vous tenez ensemble ces deux engagements? Eh bien, ce n'est pas simple, hein, mais justement, j'ai toujours essayé de tenir ensemble, si vous voulez, mon militantisme politique et un travail théorique, en ne disjoignant pas les deux, mais en ne les confondant pas non plus. Alors quand je dis en ne les confondant pas non plus, ça veut dire quelque chose de très très simple. Hein. La critique des faits ne s'adresse pas exactement au même type de public que lorsque j'écris un article ou lorsque je parle dans un meeting. Mais ce n'est pas non plus complètement disjoint, car le type de problèmes et de questions que j'aborde dans mon travail théorique sont, à mon sens, des questions qui sont posées par un moment historique et politique, mais évidemment à un certain niveau qui est spécifique, qui nécessite un travail du concept et donc un travail de réflexion qui suppose aussi une certaine distance. Alors gérer les deux n'est pas du tout une chose simple, surtout quand on a un travail qui nous absorbe. Parce que vous enseignez aussi à King's College. C'est ça, j'enseigne à l'université de Londres, au King's College pour être plus précis, depuis bientôt 2 décennies. Donc tenir tout ça ensemble présente tout un certain nombre de difficultés, mais je crois que c'est ça tout l'intérêt de la chose. Mais
ça me paraît plutôt cohérent. Quand on vous lit à la suite de ces 3 émissions qu'on a déjà proposées sur l'école de Francfort et la théorie critique, il me semble que dans votre ouvrage, La critique des faits, vous pointez la perte de la radicalité qui était présente dans la première génération de l'école de Francfort, et c'est aussi ce qui vous a conduit à quitter le Syriza, finalement, cette forme de radicalité, que je qualifierais de révolutionnaire, à vous de me dire si le thème est approprié, mais qu'on retrouve finalement à la fois dans votre engagement politique et dans votre travail. Oui, On peut vous définir comme philosophe révolutionnaire, matérialiste, ça vous va ou pas? Écoutez, je n'aime pas beaucoup les grands mots, mais quand il s'agit de me définir moi-même, mais c'est pour ça que je le fais. Mais certainement, les options politiques que je défends sont des options politiques de rupture révolutionnaire avec le capitalisme, oui. Et en ce sens, j'essaye de décrire comment dans ce livre, qui ne couvre pas la totalité de la théorie critique ou de ce qu'on appelle l'école de Francfort, mais 3 penseurs précis, Horkheimer, Habermas et Honneth, chacun proposant en quelque sorte sa propre version de la notion de critique. Donc j'essaie de tracer une courbe qui est effectivement une courbe déclinante au sens où vous l'avez défini auparavant, c'est-à-dire d'une perte de radicalité. Et j'essaie de montrer comment cette cassure en fait survient dans la trajectoire même de la première génération, avec un Horkheimer qui liquide lui-même le projet qu'il a initié finalement. Alors rappelons les choses. Au bout des années 30. L'école de Francfort, ce qu'on a appelé l'école de Francfort, mais a posteriori, en fait, l'institut à l'université de Francfort, c'est en 1923. Horkheimer arrive peu de temps après, il prend la tête de l'institut et il appartient à ce qu'on appelle la première génération de l'école de Francfort. Oui, voilà. Alors Horkheimer prend la tête de l'institut au tout début des années 30, en effet. Cet institut est un institut indépendant. Ça a été dit dans votre première émission. Ça vit sur le mécénat privé. Il est aux marges d'une université allemande qui est extrêmement conservatrice et réactionnaire à l'époque. Et c'est un institut qui s'inscrit de façon tout à fait claire dans le champ du marxisme. Alors Horkheimer n'est pas quelqu'un qui est marqué dans le sens politique militant, mais c'est un marxiste, un intellectuel socialiste convaincu. D'ailleurs, l'institut et son bâtiment sont connus dans le Francfort de l'époque comme le Marx Club. Hein, donc, ils sont tout à fait identifiés à ça. C'est un compagnon de route critique du Parti communiste allemand. Ses références sont Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht. Il a suivi d'ailleurs à Munich, quand il était jeune, la répression terrible de l'insurrection des conseils ouvriers de Munich. Il a failli même être arrêté et malmené par les corps francs à l'époque. Donc, il sait très bien de quoi il parle, mais il a toujours fait preuve d'une certaine prudence, si vous voulez, au niveau de d'un engagement politique et militant à proprement parler. Par contre, là où il est assez clair, quoique tacticien, c'est dans son travail intellectuel. Donc, c'est l'idée, si vous voulez, de développer une recherche qui s'inscrit dans le champ d'un marxisme critique, mais avec une certaine distance des appareils politiques du mouvement ouvrier allemand de l'époque, qui sont très puissants, aussi bien le Parti social-démocrate que le Parti communiste. C'est la gauche et le mouvement ouvrier les plus puissants d'Europe. Et c'est important d'avoir ça en tête parce qu'il faut comprendre que leur impuissance face à la montée du nazisme est précisément le nœud du problème théorique auquel cette première génération de l'école de Francfort s'est confrontée. D'autant qu'Horkheimer lui-même laisse entendre, ou voire même propose la thèse, selon laquelle le mouvement ouvrier aurait contribué à la victoire du nazisme, en fait. Oui, alors d'une façon, si vous voulez, perverse évidemment, mais ça c'est une thèse qu'il va développer bien après. C'est-à-dire ce qu'Horkheimer veut dire, c'est que le mouvement ouvrier a participé avec ses appareils, pour être plus précis, à un processus de bureaucratisation qui a conduit à une forme de passivité des masses ouvrières et qui les a rendues incapables de faire face à un ennemi qui ne respectait pas du tout les règles du jeu qui étaient celles que la démocratie de Weimar avait établies, par exemple. Hein. Donc il montre une forme, si vous voulez, il essaye d'expliquer cette impuissance politique. Je crois que c'est ça le nœud théorique fondamental. Pourquoi est-ce que la classe ouvrière la mieux organisée d'Europe a subi cette défaite, cette catastrophe terrible, dans une situation d'impuissance, sans même livrer une véritable bataille. Alors il y a tout un certain nombre de raisons, bien entendu, mais celles sur lesquelles Horkheimer lui-même va se focaliser
analysé beaucoup, c'est les raisons subjectives, hein, c'est-à-dire pourquoi est-ce que précisément la classe, les groupes sociaux subalternes en Allemagne ont été désarmés face à la montée de ce péril. On va écouter un texte d'Horkheimer pour savoir de quoi il est vraiment question à ce moment-là. C'est un texte de 1936, c'est l'introduction générale de l'étude sur l'autorité et la famille. Horkheimer ici propose une réflexion sur le rôle du chef qui incarne toute forme d'autorité, que ce soit en politique ou même un chef d'entreprise, voire même un chef de famille. Allons-nous dire, écoutez ce texte lu par Hélène Losseur. À l'époque bourgeoise, l'histoire ne ressemble pas à une lutte consciente de l'humanité contre la nature, ou au développement continu de toutes ses forces et de toutes ses dispositions, mais à une fatalité absurde, face à laquelle l'individu peut se comporter plus ou moins habilement selon sa situation de classe. La liberté et la génialité apparente du chef d'entreprise, dont la réputation contribue à renforcer l'autorité, c'est au fond l'adaptation à un état de la société où l'humanité n'a pas pris son destin en main. C'est la soumission à un sort aveugle au lieu de sa régulation par la raison, la dépendance par rapport à un état social irrationnel. Bref, il y a dans cette liberté un renoncement à la liberté, peut-être nécessaire à l'origine, mais qui constitue maintenant une régression. Le respect de la force aveugle du hasard, une autorité depuis longtemps discréditée. Les puissants ont cessé d'agir en tant que représentants d'une autorité temporelle ou spirituelle pour fonctionner comme exécutants de la nécessité interne qui régit leur fortune. Les chefs d'entreprise, dans leur apparente liberté, ne sont plus motivés par la prétendue intériorité, mais par une dynamique économique dépourvue d'âme, et ils n'ont pas la latitude de s'opposer à cet état de fait, à moins de renoncer à exister. L'adaptation aussi complète que possible du sujet à l'autorité réifiée de l'économie, c'est là une des formes que prend la raison dans la réalité bourgeoise. Dans ce texte, Satis Kouvelakis, Horkheimer propose une réflexion et analyse le consentement psychique et la participation des masses dans l'avènement de l'État autoritaire. Et pour ce faire, il réfléchit au rôle même du chef. Pourquoi est-ce que c'est par le biais du chef qu'Horkheimer articule sa réflexion ? Alors, l'Institut lance au tout début des années 30 une enquête sur précisément les figures de l'autorité parmi les ouvriers allemands et plus particulièrement parmi les ouvriers qui soutiennent ou qui sont militants eux-mêmes des partis sociodémocrates et communistes qui existent à l'époque. Et l'idée, c'est de voir que malgré leur sympathie, leur proximité politique à des idées émancipateurs, à des idéaux émancipateurs et socialistes, ces ouvriers ont des attitudes en fait plus complexes et plus ambivalentes par rapport à la figure de l'autorité. Donc il s'agit de voir s'il n'y a pas, si vous voulez, des tendances à une adhésion à des figures autoritaires de l'autorité. Et j'explique pourquoi ce n'est pas un pléonasme. Parmi même les rangs de ceux qui sont appelés à résister précisément à la montée du nazisme. L'idée étant encore une fois d'expliquer cette sorte de paralysie du mouvement ouvrier face à la montée du nazisme, qui n'a pas que cette explication. Hein. Je veux dire, Horkheimer est très lucide sur les causes proprement politiques. Hein. Il critique la stratégie à la fois des sociodémocrates et les communistes, le sectarisme des communistes, et puis l'attitude légaliste et complètement intégrée au moule institutionnel des sociodémocrates. Il publie un livre au tout début de son exil qui s'appelle Crépuscule, dans lequel il développe ces thématiques. Mais l'enquête, le travail de l'Institut porte sur ces figures d'autorité. Alors, j'ai dit les figures autoritaires de l'autorité parce que il ne faut pas se méprendre. Horkheimer n'est pas un libertaire. Horkheimer n'identifie pas autorité à domination et il ne dit pas que toute autorité est mauvaise. Il pense que l'autorité, en tant que forme d'hétéronomie, en tant que forme de dépendance des individus dans des rapports de pouvoir, doit être replacée dans le contexte plus large des rapports sociaux. Donc, ce qu'il va tester, c'est évidemment des figures d'autorité qui s'insèrent dans les cadres de rapports de domination et d'exploitation, comme ceux de la société capitaliste. Et il va proposer une autre forme d'autorité qui est compatible justement à la fois dans le combat pour l'émancipation, dans les organisations par exemple qui luttent pour l'émancipation, et bien sûr dans une société qui serait organisée autrement d'une façon rationnelle comme il est dit dans cet extrait.
Pardon ? Quel type d'autorité serait compatible avec eh bien, organisation? c'est ce qui apparaît en filigrane dans dans cet extrait même, c'est-à-dire une figure de l'autorité dans laquelle les individus ne sont pas soumis à la fois à des figures qui incarnent des figures humaines, hein, des figures qui personnifient en quelque sorte une autorité, qui apparaissent comme dotées de capacités mystérieuses. Alors là, c'est celle la liberté, la génialité apparente, comme il dit, du chef d'entreprise. C'est des propos très actuels, parenthèse. Oui. Hein. Il y a toute une mythologie du chef d'entreprise qui bat son plein aujourd'hui. Hein. On peut penser au grand Manitou de la Silicon Valley, par exemple. Hein. Alors, ce que Horkheimer nous dit, c'est que cette liberté, cette génialité apparente ne sont en fait qu'une façon mystifiée sous laquelle les processus, si vous voulez, de coopération sociale de l'économie apparaissent sous le capitalisme. C'est-à-dire, au lieu d'apparaître pour ce qu'ils sont, comme le produit des actions et des interactions des travailleurs, du travailleur collectif dans son ensemble, hein, ils apparaissent comme quelque chose de magique par ceux qui dirigent précisément ce processus, en l'occurrence le chef d'entreprise. Car Horkheimer reprend, si vous voulez, un thème fondamental de la critique marxienne de l'économie politique, qui est de dire que les rapports d'autorité et de pouvoir ne s'enracinent pas dans les institutions, ils s'enracinent d'abord et avant tout au sein même du processus de production. Il faut se souvenir que dans Le Capital, Marx parle du despotisme de l'usine, du despotisme sur le lieu de travail. Donc les rapports de pouvoir s'enracinent d'abord là. Et la première des soumissions, c'est précisément la soumission des travailleurs dans le processus capitaliste de production. La différence est la suivante, et c'est en quoi ce texte est très intéressant et très dense, que sous le capitalisme, cette forme de domination n'apparaît pas pour ce qu'elle est. Elle apparaît, comme le dit Horkheimer, reprenant là encore un thème de Marx, mais que le philosophe marxiste Lukács a beaucoup développé, quand il parle de l'autorité réifiée de l'économie. Qu'est-ce que c'est que cette réification ? On peut dire chosification, si vous voulez, hein, pour rendre la chose un peu plus simple. Eh bien, c'est l'idée que Marx développe selon laquelle, sous le capitalisme, et particulièrement quand les rapports marchands se sont généralisés, quand le travail lui-même est devenu une marchandise, les rapports entre les hommes apparaissent comme des rapports entre les choses. Et de ce fait, ils ne sont pas perçus réellement pour ce qu'ils sont. Alors, dans les interactions tout à fait quotidiennes, quand on achète, par exemple, un produit de consommation courante, ou dans des transactions en réalité plus complexes, comme l'achat et la vente de la force de travail, quand un travailleur, un salarié signe un contrat de travail, par exemple, il ne se rend pas compte de ce qui se passe en réalité. On pense que la valeur des marchandises est quelque chose qui appartient à leurs choses mêmes, comme la matière à travers laquelle elles sont. Par exemple, la bouteille d'eau qui est devant moi, elle apparaît comme ayant une valeur, comme si c'était attaché en quelque sorte à sa matérialité même. Alors que la réalité, c'est qu'elle a une valeur parce qu'elle est le produit de tout un travail social extrêmement complexe d'ailleurs qui est derrière tout ça. Il y a toute une division très très complexe du travail. Or, on ne la voit pas. Il suffit de payer quelques centimes d'euros pour avoir, ou quelques euros pour avoir cette bouteille d'eau. Donc, les rapports sociaux, en fait, sont masqués, n'apparaissent pas pour ce qu'ils sont dans la société capitaliste, car c'est les choses qui parlent pour nous, si vous voulez. Ça, c'est ce que dit Marx. Ça, c'est ce que dit Marx. Horkheimer reprend et élargit le propos pour se focaliser non pas simplement sur ce qui se passe au niveau de l'échange des marchandises, mais sur les figures personnifiées de l'autorité qui surgissent de l'intérieur même du processus de production. Donc, c'est-à-dire que c'est une analyse plus psychique, en fait, que ce que propose Marx. C'est une analyse qui fait le pont, si vous voulez, entre le politique, tel qu'il s'enracine, tel qu'il surgit de l'économie elle-même, et tel qu'il va après s'élargir dans d'autres sphères, évidemment, sociales. Et Horkheimer va analyser la famille. Hein. D'ailleurs, le texte que vous avez lu est une introduction à un ensemble d'études sur la famille, qui sont issues d'une enquête comparative que l'Institut mène dans les conditions de l'exil, d'ailleurs, dans les années 30. Et donc, il va montrer, si vous voulez, une homologie de ces figures d'autorité dans la société bourgeoise, à la fois sur le lieu de travail, l'économie, on vient de le voir, mais aussi dans la famille, à travers et aussi dans le rapport proprement politique entre les dirigeants et les masses, dans des moments, dans des séquences historiques précises qu'il va analyser, dans d'autres de ses essais, pour voir justement comment est-ce que dans la société bourgeoise elle-même surgissent les conditions à travers lesquelles les masses peuvent adhérer à un mouvement
qui va les opprimer elles-mêmes et qui va à l'encontre de leurs propres intérêts matériels. Et y compris en explorant une dimension plus psychanalytique, parce que c'est aussi le propre de l'Institut que de proposer une pluridisciplinarité. C'est que dans la réflexion philosophique se trouve aussi une réflexion politique, mais aussi économique et aussi psychanalytique. Exactement. La réification dont on vient de parler ici dans la sphère économique a son pendant, si vous voulez, dans le psychisme individuel, dans la façon dont les interdits et les formes de répression sociale sont intériorisés par les individus et les conduisent, si vous voulez, premièrement à se mystifier sur ces rapports d'autorité, à les considérer comme allant de soi, comme étant quelque chose de tout à fait naturel, comme quelque chose de donné, comme exactement l'échange de marchandises et les processus économiques. Et c'est d'autant plus grave car en fait l'intériorisation de la répression va provoquer chez le sujet une extériorisation sous la forme de pulsions sadiques et de pulsions négatives qui peuvent cibler des groupes sociaux qui sont pris précisément pour la cause, totalement mystifiée évidemment, des problèmes et des dysfonctionnements de la société. De la même façon, si vous voulez, que le chef d'entreprise ici apparaît doté comme d'une liberté, d'une génialité particulière, alors qu'en réalité, il n'est qu'une forme personnifiée de la puissance du processus social de production. De la même façon, sur un mode négatif, des groupes sociaux qui sont pris comme cibles feront l'objet précisément du déchaînement de ces pulsions sadiques des masses. Alors, 2 questions à partir de ce texte, et pour qu'on continue à avancer, parce qu'il faut qu'on examine aussi l'héritage de ce texte dans la suite de l'école de Francfort. Dans quelle mesure est-ce que son analyse, l'analyse que propose ici Horkheimer, permet de penser, alors sans forcément qu'il la tienne pour responsable, mais l'avènement du fascisme à ce moment-là, parce que c'est quand même absolument contemporain, et dans quelle mesure ce texte-là, les analyses que vous venez de proposer en lisant ce texte, sont encore pertinentes aujourd'hui. Et je vous pose cette deuxième question qui est liée à la première, parce que savoir dans quelle mesure le contexte dans lequel écrit Horkheimer ressemble à notre contexte, vous me voyez venir. Bon, alors premièrement, je crois que nous vivons dans un monde dans lequel l'autorité réifiée de l'économie est complètement évidente. Il suffit d'examiner des expressions comme par exemple les marchés disent ceci, les marchés disent cela. Alors les marchés deviennent une sorte de sujet dont la puissance est quelque part mystérieuse. Très peu de gens comprennent en réalité quels sont les mouvements de la bourse, etc. Sauf qu'ils ont des conséquences absolument énormes sur la vie des gens. Ils peuvent complètement détruire la vie d'une société. Ils peuvent plonger un pays et personne ne comprend en réalité ce qui se passe exactement. Raison pour laquelle d'ailleurs les prétendus experts et économistes sont complètement incapables d'expliquer une crise quand elle arrive. Nous vivons en plein dans l'autorité réifiée de l'économie et la petite musique du CAC 40, on est la personnification. Ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que l'autorité géniale des chefs d'entreprise aujourd'hui, bon j'en ai déjà fait mention, on est en plein dedans. Et l'avènement du fascisme ? Alors, dans l'époque du fascisme, alors vous savez, on vit dans un moment où beaucoup parlent d'un retour aux années 30. C'est un thème qui est à la... Le livre de Michael Fessel qui s'appelle Récidive, qui propose cette analogie. Oui, par exemple, mais ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin que ça. Mon ami Hugo Payetta a écrit un livre, à mon avis très pertinent, concernant la France, qui s'appelle La possibilité du fascisme, France, la trajectoire du désastre. L'histoire ne repasse pas les plats, mais on voit bien qu'il y a des analogies évidentes entre les mouvements nationalistes, racistes, xénophobes qui surgissent un peu partout, qui arrivent même à des positions de pouvoir, et à ce qui s'est passé dans les années 30, même si en général on reste dans le cadre à l'heure actuelle de mouvements électoraux, on n'a pas des troupes d'assaut dans les rues, encore que ça peut exister dans certains pays, on a vu en Grèce notamment Aube dorée. Donc je crois que si vous voulez ces phénomènes d'autorité, ces phénomènes régressifs dont parle ici Horkheimer, régressifs pourquoi ? Parce que l'ère bourgeoise, l'ère de la modernité, c'est des thèmes qui sont synonymes. Donc pas simplement l'ère du capitalisme à proprement parler, mais y compris l'ère pendant laquelle la bourgeoisie était dans sa phase ascendante, l'ère qui prépare les grandes révolutions bourgeoises, la révolution française, la révolution américaine, la révolution anglaise. Promettait l'autonomie et la liberté de l'individu. Et en réalité, ce que Horkheimer veut montrer, c'est l'aspect sombre de ce processus, et l'aspect sombre qui est inscrit dans les mouvements sociaux. Si vous voulez, la thèse qu'il y a derrière, et c'est la thèse forte de l'école de Francfort des années 30 sur le fascisme, c'est que le fascisme n'est pas une anomalie.
n'est pas une sorte d'accident. Elle ne sort pas de nulle part. Ça ne sort pas de nulle part. Le fascisme est une possibilité qui s'enracine dans les rapports capitalistes, dans les rapports économiques, dans les rapports sociaux, dans la culture même que développe la société bourgeoise, dans les formes de subjectivité qui accompagnent son évolution historique, mais c'est une possibilité qui ne devient effective que dans des conjonctures précises, donc des conjonctures de crise, justement. Ça. Le fascisme, ce serait le produit des contradictions internes du libéralisme. C'est le produit des contradictions internes et c'est le produit d'une crise de l'autorité. Alors dans l'extrait qu'on vient de lire, il faut bien souligner des expressions comme une autorité depuis longtemps discréditée. Alors ce qu'explique, si vous voulez, Horkheimer, c'est que dans le contexte du Weimar des années 30 et de l'Europe de cette époque, on vit une crise générale de l'autorité. Les régimes en place, les régimes parlementaires, sont perçus comme totalement discrédités, particulièrement dans les pays qui ont perdu en fait, qui ont été vaincus lors de la Première Guerre mondiale. L'autorité familiale traditionnelle, notamment en Allemagne, est aussi en crise. La famille patriarcale traditionnelle est en crise. C'est en Allemagne d'ailleurs qu'elle est véritablement le plus en crise en Europe. L'autorité des chefs d'entreprise dans une conjoncture, souvenons-nous, c'est la grande crise, c'est la grande dépression des années 30. L'économie capitaliste, en tant que source d'autorité, est complètement discréditée. C'est ça le terreau sur lequel précisément le nazisme et le fascisme se développent. Ils apparaissent comme une solution à cette crise d'autorité et une solution ambivalente, car ils promettent à la fois un retour à l'ordre, un rétablissement, si vous voulez, de l'autorité, pour contrer le sentiment de panique d'une autorité qui est en train de se dissoudre, et en même temps, il fonctionne comme une source de contestation de l'autorité existante. C'est l'ambivalence du chef, à ce moment-là. C'est l'ambivalence du chef. Et là, je vois quand même une analogie assez frappante avec les chefs dits populistes, hein, mais en réalité, je parle ici du populisme réactionnaire, de droite, fascisant ou même carrément fasciste. Eh bien, on peut penser que ce soit à Salvini, à Trump, à Le Pen en France, ou au Le Pen, il faut dire. Le terme fasciste s'applique à ces personnes. C'est une dynastie. Oui, pour moi, oui. Parce que si vous voulez, avec évidemment une gradation, hein, Le Pen et Trump, ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Bon, ce n'est pas le produit d'une même histoire. Le Pen et Hitler non plus. Voilà, Trump exactement. Et Mussolini mais vous savez, le fascisme italien et le nazisme allemand, c'est aussi des choses assez différentes. Hein. Je veux dire, les fascismes aussi ont des origines et des trajectoires qui sont assez différenciées. Il ne faut pas se focaliser sur le seul nazisme. Alors, tous ces chefs doivent leur succès au fait qu'ils apparaissent à la fois comme transgressifs. C'est ce qui fait leur succès et les gens pensent que ils disent quelque chose d'énorme, ils sont choqués parce que Trump, par exemple, n'arrête pas de mentir, parce que Trump n'arrête pas de dire des propos qui sont précisément politiquement incorrects. Mais c'est précisément ça la cause du succès de Trump. C'est qu'il est à la fois il agit à la fois comme une source de transgression contre une autorité prétendument mythifiée, que ce soit celle du politiquement correct ou de ce que l'ère Obama a laissé, ou du libéralisme d'ailleurs. Hein. Et donc il y a une forte contestation des valeurs libérales pour aller vite, hein, d'un côté, et d'un autre côté, c'est évidemment des personnages forts qui sont capables précisément de mettre de l'ordre de l'autorité en ciblant des ennemis, parce que ça fonctionne toujours par la désignation d'un ennemi sur lequel, précisément, les masses sont appelées à déchaîner leurs passions négatives. Et l'ennemi, parfois, c'est l'idéologie. Sans le savoir, sans en être véritablement conscient, nous nous sommes laissés séduire par des idéologies qui n'aspiraient pas à la vérité, mais au pouvoir absolu. L'idéologie a imprégné des domaines comme la culture, l'éducation, les médias. L'idéologie a envahi nos foyers et s'est efforcée de démanteler la famille, qui est la cellule amateur de toute société en bonne santé. Cette même idéologie cherche à détruire l'innocence de nos enfants, de corrompre leur identité la plus élémentaire, leur identité biologique. L'idéologie envahit l'âme humaine et cherche à l'éloigner de Dieu et de la dignité.
qu'il incarne. On va reprendre le fil de la critique des faits. C'est le titre de votre livre, Stathis Kouvelakis, dont on parle ce matin. En fait, tout ce que nous sommes en train de dire et les analyses que vous proposez partent du texte d'Horkheimer qu'on a entendu il y a quelques minutes, qui est donc le tenant de la première génération de l'école de Francfort. Et toute la question est de savoir dans quelle mesure est-ce que cette première génération ne se serait pas plus tard détournée des enjeux qu'elle s'était donnés, et dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait aujourd'hui, en 2019, renouer avec ces réflexions. On va boucler la boucle. D'abord, on vient d'entendre un extrait de Jair Bolsonaro, donc c'était lors de la 74e Assemblée générale de l'ONU le 24 septembre 2019. Ici, lui a été élu président de la République fédérale du Brésil en 2018, donc élu, et c'est une république. Et là, tout le discours et le lexique qu'il convoque correspond à ce que vous décriviez juste avant en proposant des portraits que vous qualifiez de fascistes. Oui, je crois que l'extrait que nous venons d'écouter, d'une certaine façon, n'a pas besoin de commentaires particuliers. Il illustre à perfection l'ennemi est nommé. Propos, voilà, que nous avons l'idéologie, on ne sait pas ce que c'est l'intelligence, la gauche. L'ennemi est nommé. La crise de l'autorité et la promesse d'un rétablissement de l'autorité est tout à fait claire. Et il faut prendre très au sérieux le discours de Bolsonaro sur la famille et la façon dont il stigmatise tout ce qui peut tout ce qui remet en question le modèle d'autorité familiale, patriarcale bien évidemment, qu'il a en tête, d'où la focalisation de l'ennemi comme incluant bien sûr en tout premier lieu la communauté LGBT, le féminisme et tout ce qui remet en cause ce modèle d'autorité. Et Bolsonaro a valeur aussi d'un autre avertissement qui nous rappelle aussi ce qui s'est passé en Europe dans les années 30, c'est que Bolsonaro est le symptôme de l'échec de la gauche brésilienne. Bolsonaro se développe sur la base d'une crise politique galopante au Brésil, qui a conduit à une forme de destitution forcée, on le sait, de Dilma Rousseff, à l'emprisonnement de Lula, à des choses qui impliquent déjà une considérable déviation des procédures constitutionnelles démocratiques. Mais la racine de ça, c'est la crise sociale et les frustrations sociales très profondes que une longue gouvernance du Brésil par un gouvernement de gauche modéré sous les présidences de Lula et de Dilma Rousseff ont laissé. Il faut se souvenir aussi que le fascisme, les mouvements d'extrême droite réactionnaires sont des retours de bâton qui sont toujours précédés par des défaites et par des échecs de la gauche. Ce qui est le cas partout en ce moment. Ce qui est le cas partout. Vous-même, vous avez quitté Syriza justement pour cette raison-là. Vous voyez que c'est la gauche qui se couchait, qui renonçait à son idéal, et donc vous proposez un parti. Oui. Alors, je sais pas où le situer, encore plus à gauche de la gauche ou. Non. Ou ailleurs. Non. Je n'ai. Non, là n'est pas le propos. Mais si vous voulez, Syriza a capitulé. Syriza a fait preuve d'impuissance. Alors heureusement. La seule bonne nouvelle récente de la Grèce, c'est que le parti néo-nazi obdoré, qui avait connu une ascension importante dans les années précédentes, a reculé électoralement. Il est en voie de désintégration. Ses militants sont à l'heure actuelle jugés. Et c'est évidemment une très bonne chose, même si un autre parti d'extrême droite a surgi depuis. Mais pour... c'est un peu la question de savoir, est-ce que si vous dites c'est l'effondrement de la gauche qui est le terreau fertile pour l'avènement du fascisme, est-ce que ça veut dire qu'il faut réinvestir la gauche ou est-ce qu'il faut choisir autre chose, sortir même de l'opposition gauche-droite? Est-ce que c'est même possible de se situer ailleurs et est-ce que finalement de lier autant ensemble le destin de la gauche et le fascisme, est-ce que ça se tient jusqu'au bout? Écoutez, le fascisme, c'est un peu ce que je disais sur le chef fasciste tout à l'heure, et propose une forme de pseudo-subversion ou même de pseudo-révolution. Les mouvements fascistes de l'entre-deux-guerres se prétendaient ouvertement révolutionnaires. Le nazisme veut dire le Parti national-socialiste, après tout. Donc, il propose une fausse transgression de l'ordre existant qui ne rencontre un succès que dans la mesure où les véritables alternatives à l'ordre existant sont en crise ou sont défaites, justement. Ce qui veut dire que la tâche aujourd'hui, à la fois pour une théorie critique digne de ce nom, pour une radicalité critique digne de ce nom et pour une action politique digne de ce nom, c'est de construire justement une alternative. Et nous avons des matériaux, parce que
ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle ne se résume heureusement pas à Bolsonaro, Trump, Salvini et Le Pen. Regardons voir ce qui se passe en Amérique latine à côté, au Chili par exemple. Dans l'émission qui nous a précédé, il était justement question du Chili. Il y a les révoltes qui traversent plusieurs pays, l'Équateur, le Moyen-Orient. Et là, je crois qu'il y a précisément, non pas une alternative toute faite, mais un bouillonnement à partir duquel justement, réfléchir et construire des alternatives devient possible. Nous n'avons plus tout simplement la chance de faire la différence entre la gauche et la droite. Les masses sont de l'autre côté. Nous ne pouvons pas parler pour le peuple. À la place du peuple, il faut d'abord reconquérir le peuple. C'est pourquoi les tâches de l'intellectuel se présentent tout à fait différemment aujourd'hui. Il faut travailler d'une façon plus minutieuse. Il faut développer une langue, un instrument théotique qui puisse nous mettre en mesure de parler à ces masses, dans la mesure où l'on peut utiliser ce mot. Il faut chercher à les convaincre qu'il peut y avoir du progrès dans la liberté. Pour le moment, les masses, le peuple, ils ont plutôt peur. France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Le philosophe allemand Axel Honneth était au micro de France Culture le 24 février 2017, un extrait dans lequel il exprime qu'on ne peut plus faire la différence entre gauche et droite et que selon lui, la sphère intellectuelle se situe en dehors des masses. C'est son expression, en tout cas c'est la traduction. Axel Honneth appartient à la 3e génération de l'école de Francfort. Il y a une sorte de vraie succession avec Habermas, qui lui appartient à la 2e génération, on en a parlé hier. Est-ce que selon vous, Axel Honneth, il y a une position fidèle à la théorie critique telle que vous la définissez, Stathis Kouvelakis? Écoutez, Axel Honneth, pour moi, représente ce que j'appelle la version domestiquée de la théorie critique, c'est-à-dire une théorie qui a perdu sa radicalité, qui n'interroge plus les fondements mêmes de l'ordre social existant, mais qui appelle l'ordre existant à se conformer à ses propres principes. Donc, elle remet en cause, si vous voulez, des dysfonctionnements ou des pathologies, pour reprendre les termes de Honneth, de l'ordre social actuel. Elle les remet en question pour que cet ordre soit conforme à ses principes. Par exemple, elle se dresse contre des atteintes à la dignité, contre des formes de discrimination, contre des formes d'humiliation ou de mépris, par exemple. C'est sur ce genre de thématique que Axel Honneth a développé sa problématique de la reconnaissance ou du déni de reconnaissance, mais elle ne remet pas en question les fondements même de l'ordre capitaliste. Et ça, c'est une rupture considérable par rapport au premier projet. Déjà faite par Habermas. Alors ça, c'est un mouvement qui est déjà engagé effectivement par Habermas. Horkheimer et Adorno, lorsqu'ils reviennent des États-Unis, peut-être déjà la radicalité est perdue. Oui, en effet. Mais si vous voulez, c'est l'abandon, le deuil de la perspective révolutionnaire par Adorno et Horkheimer est un deuil impossible qui les a confinés d'ailleurs dans une forme de mélancolie et de solitude. De pessimisme, on dit souvent à leur égard. Voilà, et on dit souvent de pessimisme. Alors en réalité, surtout chez Horkheimer d'ailleurs, il y a un aspect sombre à ça, c'est que même s'il ne le disait pas ouvertement, en réalité il l'a fait à la fin de sa vie, il y a eu quand même un ralliement à l'ordre occidental et à l'ordre politique de l'Allemagne fédérale. Horkheimer a tenu des propos que je trouve assez scandaleux, en particulier vers la fin de sa vie, et on sait ce qu'il en a été par rapport au mouvement étudiant, mais pas seulement. Par exemple, il a fait des commentaires sur les mouvements pour les droits civiques et les mouvements de libération de Noirs qui sont absolument inacceptables. Mais il faut dire que le projet initial de l'école de Francfort, et là je vais citer une phrase de Horkheimer dans son texte manifeste de 1937, Théorie traditionnelle et théorie critique, dans lequel il dit « La théorie critique au cours de l'histoire n'est pas seulement pensée comme théorie, mais comme moment d'une praxis libératrice est liée à toute l'impatience de l'humanité menacée. » Et il ajoute peu après, la théorie qui vise une transformation globale de la société a pour première conséquence d'intensifier les luttes avec lesquelles elle est liée. Donc c'est ça, en fait, ce que vous dites, ce que vous appelez de vos vœux, c'est un retour à la première génération
de la théorie critique qui serait pertinente aujourd'hui et qui serait peut-être même la seule manière de faire en sorte que les choses changent vraiment. Alors, et que le reste de l'histoire de l'école de Francfort a été une sorte de perdition de cette radicalité originaire. Oui. Alors, j'appelle au retour si vous voulez, à une radicalité critique, mais je ne le fais pas simplement en tant que pétition de principe. Je pense que le retour à cette radicalité nous est imposé par la réalité elle-même. Et je trouve que l'une des objections les plus essentielles qu'on peut adresser aussi bien à Habermas qu'à Axel Honneth, c'est cette croyance qui les caractérise et qui en fait conditionne leur construction théorique dans le progrès. Dans une sorte de progrès moral vers lequel d'ailleurs l'ensemble de l'histoire de l'humanité, selon eux, serait orienté, mais tout particulièrement au cours de la modernité. La modernité représente une sorte d'étape décisive vers le mieux. Or, ce qui est éliminé dans cette démarche, c'est précisément le problème fondamental autour duquel la théorie critique s'est constituée, qui est celui de savoir comment est-ce que, dans une société développée, aux avant-postes de la modernité, comme l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, avec un régime républicain, dans un pays qui est fier de sa culture, dans un pays moderne, quelque chose comme le nazisme peut surgir. Et pas simplement en Allemagne, d'ailleurs, d'autres pays européens, à l'époque, donc là où la modernité a vraiment pris corps et naissance, connaissent une évolution similaire. Et pourquoi c'est la théorie critique qui peut nous aider à comprendre ça? Qu'est-ce que c'est d'ailleurs la critique dans la théorie critique? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la théorie critique consiste à comprendre ce qui non seulement rend l'émancipation possible et nécessaire, mais aussi ce qui y fait obstacle, finalement. C'est ça le problème fondamental. L'impuissance dont je parlais tout à l'heure de la gauche, du mouvement ouvrier allemand face au nazisme, montre que même là où on pouvait penser que des conditions existaient pour autre chose, pour un passage, le renversement du capitalisme et le passage à autre chose, eh bien, ça n'est pas allé dans cette direction. Donc concrètement, comment la critique intervient? Qu'est-ce que ça veut dire critiquer? Alors, la théorie critique, on le sait, d'ailleurs ça a été rappelé au cours de votre première émission, c'est une théorie critique de la société. Donc, il faut comprendre le fonctionnement des rapports sociaux dans leur ensemble. Et ça, c'est le projet précisément de Horkheimer, le projet qu'on appelle interdisciplinaire. Mais souvent, ce terme n'est pas bien compris. On pense que Horkheimer veut simplement additionner les diverses disciplines, c'est-à-dire qu'il veut ajouter à la fois de la sociologie, des études culturelles, de la politique, en un sens, c'est ça. Il s'agit bien, si vous voulez, de travailler de l'intérieur les sciences sociales et ce qu'elles ont pu apporter. Mais il y a quelque chose qui permet une unité de tout ça. Et Horkheimer le dit d'ailleurs dans ce texte de 1937, ce qui fait l'unité, ce qui définit le mot critique, c'est la critique de l'économie politique. Il dit pas simplement la critique au sens de Kant. Bien sûr, c'est aussi la critique donc la critique au sens de Kant a des vertus positives. Délimiter l'espace de la raison pour qu'elle fonctionne. Délimiter l'espace de la raison, l'idéal d'autonomie, l'idéal de la liberté, mais pas dans le sens déshistoricité, abstrait, coupé de l'étude des rapports sociaux, tel que Kant a pu le considérer avec ses idées d'une sorte de pure rationalité détachée, si on peut dire du monde social. Donc, il s'agit, si vous voulez, de voir comment, dans la critique de l'économie politique, qui est le projet marxien, le sous-titre du Capital, c'est critique de l'économie politique, on a les outils pour une nouvelle conception de la critique, dont on a vu, par exemple, comment elle se déploie tout à l'heure, dans le cas de l'autorité, comment elle permet de relier les divers niveaux des rapports sociaux. L'économie, ce qui se passe dans la famille, ce qui se passe au niveau des rapports politiques à proprement parler, donc reconstituer une vue d'ensemble. Et pour ce faire, le travail collectif est nécessaire. Et c'est pour ça que Horkheimer a conçu l'Institut, si vous voulez, comme une sorte de cerveau collectif dont la réalisation était avant tout la revue. Mais la question se pose de l'efficacité de ce projet. Est-ce que votre engagement politique par ailleurs, Stathis Kouvelakis, n'est pas le signe que l'élaboration d'une critique ne suffit pas? Écoutez, ça, c'est une question de conjoncture.
la théorie critique des Francfortiens a eu affaire à un contexte impossible qui, à mon avis, d'ailleurs, a largement conditionné l'involution et une forme, si vous voulez, de délitement du projet de l'intérieur. Ces conditions impossibles, c'était les conditions de l'exil. C'était quasiment impossible de maintenir ce collectif de chercheurs dans des conditions d'indépendance. D'ailleurs, les conditions économiques se sont fragilisées assez rapidement dans les années 30, dans un environnement extrêmement hostile comme celui des États-Unis, où tout ce qui avait un rapport avec le marxisme, le socialisme était vu avec une très grande hostilité. Horkheimer a été, et tous les autres, ont été mis sous surveillance par les autorités américaines dès leur arrivée. Pensez, comme tous les émigrés antifascistes allemands, en plus des juifs allemands, dans un pays où l'antisémitisme était tout à fait présent et même assez virulent. Donc ça a entraîné, si vous voulez, une coupure par rapport au mouvement politique réel, qui était sans doute inévitable, mais on peut dire qu'à partir d'un certain moment, Horkheimer et une partie, pas tout le monde dans l'Institut, mais s'est laissé gagner par une forme de désespoir. Et aujourd'hui ? Et qu'il a fait de nécessité vertu. Eh bien, aujourd'hui, on en est... Vous en appelez à une réactivation de cette critique quand même. Est-ce que c'est là où les choses vont se jouer ? Est-ce que c'est dans la réélaboration d'une théorie critique ? Est-ce que c'est à l'université ? Est-ce que c'est en écrivant ces ouvrages-là que les choses vont se jouer ? Ou est-ce en vous engageant politiquement puisque vous faites les deux ? Écoutez, c'est ce qu'on appelle un travail de médiation. Parce que c'est votre rôle d'intellectuel qui est en jeu ici. Écoutez, un travail de médiation, ça consiste un peu à faire bouger les lignes en quelque sorte. C'est-à-dire, je suis à l'université, mais j'essaye à l'intérieur même de l'université de faire un certain type de travail qui respecte ce qui se fait dans ce cadre, mais qui le dépasse aussi, car il pose la question du rapport à la politique. J'essaye d'être un universitaire, mais pas simplement un universitaire. J'essaie d'avoir une forme, si vous voulez, d'unité dans la différence aussi entre les diverses formes de mon intervention. J'essaie d'intervenir, j'essaie d'avoir une conception intervenante, si vous voulez, du travail théorique. Mais la politique consiste précisément à ne pas se limiter à un seul niveau, de ne pas parler simplement à un public d'universitaires, mais de ne pas être simplement ce qu'on appelle un intellectuel médiatique, car un intellectuel médiatique, c'est aussi trop souvent ce qui a été Habermas, d'ailleurs, laissé tomber le travail théorique. Ce n'est pas le cas de Habermas. Il a été un intellectuel médiatique, c'est ça que je veux dire. Habermas, si vous voulez, je suis en profond désaccord avec son projet politique et intellectuel, mais je lui sais gré d'une chose, que contrairement à Horkheimer et à Adorno, il n'hésite pas à se lancer dans l'arène. C'est un intellectuel qui a toujours... Et il a continué à travailler à côté. Qui a toujours été sur la brèche, qui a toujours continué à travailler à côté. Il a distingué les deux champs, mais en réalité, ils ne sont pas si distincts que ça. Il y a 12 volumes, bon, c'est des petits volumes, mais quand même, 12 volumes de ce qu'on appelle les petits écrits politiques. Bon, il n'y a pas beaucoup d'intellectuels de ce calibre qui peuvent avoir des articles, etc., qui font 12 volumes. Bon, ça montre à quel point il a été investi dans le débat public, et même si ce n'est pas dans les formes qui sont les miennes, moi je lui sais gré de ça. Il dépasse, si vous voulez, une sorte de phobie de la politique qui a beaucoup marqué la première génération pour des raisons qu'on peut s'expliquer. Ils ont vécu justement les années 30, le fascisme et l'exil, surtout, et puis les conditions très très difficiles de l'Allemagne de l'après-guerre. On oublie à quel point il y avait une chape de plomb et une atmosphère très oppressante dans ce pays dans les premières décennies de l'après-guerre. Et là, de ce point de vue, Habermas a cette conception intervenante qui me semble être utile. Donc le travail à faire, c'est aussi de montrer que ce qu'on peut trouver dans ce qu'on appelle la théorie critique, et depuis la première génération de l'école de Francfort, peut être utile non seulement pour réfléchir politiquement, peut-être pour s'engager aussi. Et donc votre travail en tant qu'intellectuel, c'est d'essayer de rendre ces textes accessibles, j'imagine, de pouvoir, parce que ce sont des textes très difficiles, c'est ça aussi, c'est un écueil, c'est que peut-être que beaucoup de choses se passent dans ces textes-là, mais ils sont difficilement lisibles, ils sont peut-être pas toujours traduits et pas toujours enseignés surtout.
Oui, alors, si vous voulez, là aussi, il faut faire, je crois qu'il faut faire une différence. Hein. Bon, les textes théoriques ont toujours un certain niveau d'exigence. Hein. Marx a écrit Le Capital, il n'avait pas d'illusion sur le fait que le large public auquel, d'ailleurs, d'autres de ses écrits voulaient s'adresser, allait lire Le Capital. Donc, il faut maintenir un certain niveau d'exigence théorique, mais il faut déployer aussi son intervention sur plusieurs registres. Hein. Et Habermas le fait, Marx aussi l'a fait à sa façon. Il a écrit Le Capital, mais il a écrit aussi le Manifeste du Parti communiste ou La guerre civile en France, ou le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte, qui sont des textes tout à fait lisibles et qui ont été lus par des dizaines de millions de personnes. Le vôtre aussi, l'est, Stathis Kouvelakis, La critique des faits, émergence et domestication de la théorie critique. On le trouve aux éditions Amsterdam. Merci beaucoup d'être venu au micro des chemins.